La vraie colère, derrière qu'on dit contre la démocratie, en fait, c'est une colère contre les détourneurs de la démocratie. En fait, je pense qu'il faut un double mouvement. Il faut réafricaniser la démocratie, donc réinscrire le débat démocratique en Afrique dans la trajectoire long du continent. Il faut aussi, dans le même mouvement, désoccidentaliser la démocratie. Ousmane Diaye, bonjour. Bonjour. Ousmane, vous êtes journaliste, vous avez été rédacteur en chef de TV5 Afrique et également journaliste à Courrier International. Aujourd'hui, vous êtes journaliste indépendant et vous avez publié il y a quelques semaines un livre, L'Afrique contre la démocratie, mythes, déni et péril. Donc c'est pour présenter, discuter de ce livre qu'on vous a invité ici à l'Agence française de développement. Donc bienvenue. Merci. Peut-être première question très simple, c'est un titre un peu provocateur, l'Afrique contre la démocratie. Est-ce que vous pensez que l'Afrique est contre la démocratie ou au contraire que c'est un des mythes qu'il faut démonter? Je conteste le côté provocateur et je pense que c'est un des mythes qu'il faut démonter. Donc, si on en reste qu'au titre, le contresens arrive vite. Qu'est-ce que je veux dire par l'Afrique contre la démocratie? Il me semble, moi je fais partie des gens qui mettent toujours S à Afrique parce qu'il y a des Afriques. Et je pense que parmi ces Afriques-là, il y a une Afrique qui est contre la démocratie. On le voit très bien. L'Afrique des généraux qui décident de s'arroger des mandats de 5 ans non renouvelables sans aucune perspective. L'Afrique un peu plus large, par exemple, si on prend l'Afrique du Nord, le cas de la Tunisie avec Kais Saied, qui est dans un discours de remise en cause de la démocratie. Il y a aussi l'autre versant de ce que j'appelle l'Afrique contre la démocratie, au-delà du kaki, c'est l'Afrique des troisièmes mandats, l'Afrique des élections qui ne relèvent finalement, comme je le dis, que de la fiction démocratique, l'élection, mais que le mécanisme de consolidation du pouvoir en place. Donc, quand je dis l'Afrique contre la démocratie, c'est cette Afrique-là, et je pense qu'il faut la nommer, parce qu'on est à un tournant important. Bon, c'est partout dans le monde, mais en Afrique, on a un tournant important. Jusqu'ici, dans la trajectoire historique de l'Afrique, les régimes militaires, pour beaucoup, avaient le projet de transition démocratique toujours. Là, on a des régimes, ouvertement, qui contestent le projet démocratique. Et une partie importante de votre livre, d'ailleurs, c'est de dire qu'il n'y a pas une vision politique monolithique, il n'y a pas nécessairement un consensus politique en Afrique sur toutes les grandes questions. Il y a des débats importants, évidemment, et donc il peut y avoir des gens pro-démocratie, contre-démocratie. Et vous dites aussi, c'est très important d'ailleurs, je crois, qu'il y a une histoire africaine de la démocratie qui d'ailleurs précède l'arrivée de l'Occident, et donc il faut africaniser ou réafricaniser l'histoire de la démocratie. Peut-être vous pouvez nous en dire deux mots, à la fois dans le monde de l'histoire de la pensée et dans l'histoire politique d'ailleurs. En fait, je pense qu'il faut un double mouvement. Il faut réafricaniser la démocratie, donc réinscrire le débat démocratique en Afrique dans la trajectoire long du continent. Il faut aussi, dans le même mouvement, désoccidentaliser la démocratie. Mais attention, qu'est-ce que j'entends par désoccidentaliser la démocratie? Ce n'est pas un rejet de l'Occident. C'est une forme de retour aux racines plurielles de la démocratie. Et vous citez quelques exemples d'ailleurs sur le continent africain. Oui, sur le continent, c'est-à-dire en désoccidentalisation, au fond, on réuniversalise. Mais pas l'universel du haut qui part toujours de l'Occident, mais l'universel qui part de l'Afrique. Parce que un des problèmes du débat aujourd'hui tel qu'il se pose, je pense qu'on manque de perspective sur le temps long. C'est-à-dire, on situe la question sur le débat démocratique avec la rencontre avec l'Occident, précisément avec la colonisation. Or, il y a une histoire des États, des formes d'États avant l'arrivée de la colonisation. Je pense que même, et ça c'est ma thèse que je pousse un peu plus loin, la colonisation par sa nature même, donc antidémocratique, raciste, a été un frein dans la démocratisation, ou en tout cas a enrayé toutes les formes démocratiques trouvées sur le continent africain. Je donne quelques exemples. La République Lébou au Sénégal, l'actuel Dakar, où il y avait une forme, et je donne l'exemple de la République Lébou, parce que c'est sans doute la forme qui ressemble le plus à la démocratie aujourd'hui telle qu'on l'entend, parce qu'il y avait une république, c'est-à-dire il y avait une organisation, des institutions, des contre-pouvoirs, une possibilité d'impeachment en cas de défaillance, et une gouvernance démocratique. Mais il y a eu d'autres types de démos dont on parle moins, et on a ce qu'on toujours au Sénégal, la révolution Torodo de Thierno Souleymane Baal, dans une moindre mesure, même si c'est un peu plus contesté, l'Empire du Mandé, avec la charte du Mandé, pose les bases de quelque chose qui peut être considéré d'état de droit, construction démocratique, l'état de droit, le principe des droits de l'homme. Et puis, Joseph Kizerbo en parle beaucoup dans l'ancien Empire du Ghana. Il y avait eu beaucoup de formes d'organisation
au niveau communautaire qui relève de ce qu'on peut appeler aujourd'hui la démocratie. Donc, il me semble que une des voies de sortie de l'impasse du débat sur la démocratie, c'est d'ouvrir, pas que pour l'Afrique, parce qu'il me semble, en réintroduisant de l'universel dans la crise démocratique actuelle, on trouve les clés des solutions à la fois pour l'Afrique et pour l'Occident. Parce qu'à la fatigue démocratique de l'Occident, il peut y avoir des réponses ailleurs. Et je finis par là-dessus, ce travail-là doit être fait au-delà de l'Afrique. Moi, je me suis beaucoup inspiré en faisant ce travail de ce qu'a fait en Inde, les Indian Studies. Amartya Sen a fait un très beau livre que je cite souvent, La démocratie des autres. La liberté n'est pas une invention de l'Occident, où il inscrit la démocratie indienne dans sa trajectoire historique et ses racines. Et il me semble qu'aujourd'hui, dans cette sorte d'impasse dans laquelle on est, où on réduit les débats sur la démocratie en face à face Afrique-Occident, est une impasse. Il faut sortir de cette sorte de duel et réinscrire l'histoire de la démocratie dans ses racines, dans son africanité. Vous avez cité déjà quelques expériences ou d'ailleurs une histoire africaine de la démocratie. Vous plaidez aussi pour qu'on réhabilite, ou en tout cas qu'on reparle des penseurs africains de la démocratie. Vous avez cité il y a quelques secondes Kizerbo, vous parlez aussi de Baris Condé, pour que dans le débat d'idées aussi, les penseurs africains de la démocratie ou de l'histoire politique soient davantage mis en avant. Donc, dans une forme de combat culturel, en fait, contre les ennemis de la démocratie. Oui, en fait, et d'ailleurs, il y a une sorte de deux logiques qui s'ignorent, qui sont contradictoires et ennemis de prime abord, mais qui se renversent. C'est-à-dire, au discours essentialiste antidémocratique de l'Afrique, porté par des mouvements de repli sur soi, en Europe répond l'écho d'une sorte de vision de la démocratie purement occidentale, qui n'arrive pas à se dépasser, qui en reste aux racines grecques de la démocratie. Les deux créent un enfermement. Il me semble qu'aujourd'hui, on le sait, l'histoire de la démocratie est enseignée avec très peu d'auteurs africains, très peu de pensées africaines. Or, même en France, un auteur comme Pierre-Rosan Vallon invite à désoccidentaliser l'histoire aussi pour faire place à d'autres formes d'études historiques ou de pensée historique. oui, je pense que c'est une des clés. Après, il y a deux défis quand même qui se posent, il faut le dire. Et j'ai rencontré ce problème en faisant mes recherches. Bizarrement, à partir de l'indépendance, il y a eu très peu d'études, très peu de travail de recherche sur les formes d'État et les formes démocratiques de l'Afrique précoloniale. C'est comme si l'indépendance avait rendu moins nécessaire ce travail-là. Par exemple, le travail le plus important jusqu'ici fait par exemple sur la République des Bous, c'est la monographie du professeur Hassan Sylla, ancien ministre de la Culture du Sénégal sous Léopold Sédar Senghor, date de 1956. Depuis 1956, il n'y a pas eu de grands travaux sur la République des Bous. Et il y a une forme même d'invisibilisation de ces formes dans les processus historiques, dans la réécriture de l'histoire. J'ai eu des débats très durs avec quelques amis historiens parce que je leur avais reproché d'avoir une vision de l'histoire africaine, en tout cas ces dernières années, qui est très liée au biais, au spectre colonial. C'est-à-dire où je trouvais une quantité très importante et très intéressante de travaux sur la colonisation, l'histoire de l'Afrique et de la colonisation, et très peu de choses sur l'histoire de l'Afrique elle-même. Donc, histoire de l'Afrique précoloniale. Et il me semble que c'est un des grands défis de l'histoire aujourd'hui, parce que, encore une fois, dans les formes de réponse, dans le processus de réinvention de l'État, de réinvention de la démocratie pour l'inscrire dans une trajectoire africaine et sortir de ce discours qui le ramène toujours à l'Occident, ce travail de défrichage historique est capital et important. Peut-être, vous avez parlé un peu de l'histoire. Si on revient maintenant sur les expériences pratiques de la démocratie, il y en a de nombreuses en Afrique. Dans le livre, vous revenez assez longuement sur dans certains cas, des parcours d'opposants historiques qui finalement ont échoué. Quel bilan vous faites à la fois des mouvements démocratiques, à la fois dans ceux qui ont pu échouer par certains aspects ou ceux qui ont pu réussir selon vous? Parce que le bilan peut être partagé, en fait, tout dépend des personnes ou des principes qui les mettent en œuvre. Oui, le bilan est nuancé et je dis toujours, moi je parle d'Afrique, mais dans l'Afrique, il y a les trajectoires propres de chaque État, les trajectoires historiques déterminent beaucoup les processus de démocratie. Mais il y a des communs. Par exemple, il y a un des communs que j'essaie d'observer, de dégager, c'est ce que j'appelle la tragédie des opposants historiques. Parce qu'il me semble que dans les années 80-90, il y a eu des luttes internes, il y a eu des jonctions
de la société civile, des partis politiques, des forces syndicales, qui a réussi à porter un mouvement démocratique, mais de façon, et c'est ça que j'appelle le paradoxe des opposants historiques, ils ont réussi quelque part à fendre l'armure et arriver au pouvoir. C'est Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, c'est Abdoulaye Wade, après 26 ans de lutte au Sénégal, c'est plus tard Après, Alpha Condé en Guinée, mais paradoxalement, et ça je pense que ça mérite réflexion, ceux-là qui ont été le visage du combat démocratique, l'ont totalement, dans la pratique, fossoyé en réalité. C'est-à-dire, ils n'ont pas mis en place des régimes ouverts où l'alternance était la règle, où on voit très bien, par exemple, dans le cas d'Alpha Condé, les restrictions à la liberté de la presse, les restrictions à l'opposition qui n'avait pas accès aux médias publics, alors que c'était une des revendications phares portées pendant 2 décennies par ces oppositions-là, est un élément clé pour comprendre aujourd'hui le désenchantement démocratique d'une partie de la jeunesse. Aujourd'hui, quand à Bamako, quand à Ouaga, quand à Niamey, les jeunes disent, en tout cas une partie de ceux qui ont porté ce rêve-là, plus âgés, disent nous ne voulons plus de la démocratie. Qu'est-ce qu'ils disent au fond? Ils ne rejettent pas, à mon avis, la démocratie, qui, encore une fois, faut le définir à sa plus simple expression en Afrique. C'est-à-dire choisir ses dirigeants, avoir son mot à dire sur la marche de l'État, avoir une presse libre, avoir un droit de contrôle. Ils ne rejettent pas ça. Quand je les interroge en leur disant vous êtes contre la démocratie, en vérité, ils désignent et s'attaquent à ceux qui ont incarné l'idéal démocratique et l'ont détourné. En fait, oui, la colère est modèle un peu vide de démocrate. oui, c'est ça. En fait, la vraie colère derrière qu'on dit contre la démocratie, en fait, c'est une colère contre les détourneurs de la démocratie. C'est une colère contre l'espoir démocratique qui a été incarné, qui a fait des morts et qui a été totalement fossoyé. C'est pourquoi je dis il faut faire attention. Il ne faut pas rejeter la démocratie au nom de ces détourneurs. Et alors, à contrario, peut-être quel motif d'espoir, soit des régimes, des personnes ou des dynamiques, vous semble plus intéressant? Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'il y a des difficultés, mais aussi de donner peut-être des perspectives sur la possibilité de remettre en place ou d'accompagner ou de saluer tout simplement des dynamiques qui vous semblent plus positives. Moi, je parle beaucoup souvent, et on en parle très peu en France, de l'exemple du Cap-Vert. Parce qu'en France, on parle beaucoup du Sénégal comme modèle. Je pense qu'il y a encore des modèles plus achevés. Le Cap-Vert, l'île Maurice, le Botswana, c'est remarquable. Le Cap-Vert, voilà un pays où quand même un président de la République a été élu au second tour avec 11 voix de différence. 11 voix. 11 voix sans qu'il y ait ni crise. Le pays n'a pas été traversé par le chaos, alors qu'on le sait, par exemple, en France, je sais qu'à une élection, je crois que c'était à l'époque de l'UMP, Jean-François Copé, je ne sais plus quel adversaire, quand il y a eu un mouchoir de poche aussi serré, ça a fini au tribunal. Et donc, les Cap-Verts est un modèle intéressant. Et c'est d'autant plus intéressant que contrairement à quelque chose que j'entends beaucoup et qui est très important dans l'argumentaire du relativisme démocratique, c'est de dire la démocratie n'apporte pas le développement. Ce n'est pas la finalité, c'est les projets de société qui apportent le développement. Et comme par hasard, les 3 pays que j'ai cités, par exemple le Botswana, l'île Maurice et le Cap-Vert, du point de vue économique, Sont parmi les plus avancés. sont parmi les plus avancés. Donc je fais un lien entre l'avancée économique pas au sens macro, parce que dans mon livre, je travaille sur l'indice de développement humain, pour être plus complet, la santé, l'éducation. On se rend compte que les 3 pays qui ont pu asseoir des processus démocratiques les plus poussés, c'est les 3 pays qui font le mieux en termes de résultats. Ce qui, au passage, fait exploser un mythe. C'est le mythe de l'homme fort, le mythe de la dictature pour développer le continent, qu'on entend trop souvent, et qui ne résiste pas à l'analyse des faits. Peut-être une question d'ailleurs sur ce sujet, la rencontre des attentes sociales et des attentes politiques. Depuis quelques semaines, quelques mois, on a vu des mouvements politiques importants, dites manifestations de la Gen Z, qui étaient d'ailleurs dans certains cas venus d'Asie. Le Népal, par exemple, est un exemple. On a vu aussi sur le continent africain des mouvements sociopolitiques très importants. Comment vous analysez comme ça cette rencontre de la demande sociale, de la demande politique et quel peut être son débouché? En fait, dans tous les mouvements de ces 20 dernières années, d'aspiration à la démocratie et à la liberté, c'est un continuum. Il ne faut jamais oublier que la révolution tunisienne part de questions économiques et sociales. Oui, de l'emploi des jeunes, du chômage. L'emploi des jeunes, même chose au Burkina. Ça veut dire quoi? Et d'ailleurs, je critique parce que j'ai couvert la révolution tunisienne et j'ai beaucoup côtoyé ceux qui en mettaient les icônes. Et je leur reproche l'oubli, à partir du moment où la révolution a gagné, l'oubli des questions sociales et économiques.
Parce qu'il me semble aussi, un des travers du débat démocratique, on politise la démocratie, on le réduit la démocratie aux questions politiques. Or, Ou électoral, disons. ou électorales. Or, le plus important, c'est les questions d'aspiration à la dignité, dignité sociale, dignité économique. Et c'est toujours le point de départ des grands mouvements de démocratisation en Afrique. Et le mouvement de la ZNZ le rappelle. Parce qu'au fond, et j'ai beaucoup écouté les premiers manifestants de la ZNZ, c'est l'électricité, l'accès aux ressources, à l'eau, etc. Le discours était basé sur l'aspiration à la dignité, dignité économique, dignité sociale. Mais là où c'est très intéressant et très compliqué, et le mouvement de la ZNZ le montre, euh, il y a une vraie difficulté dans ces mouvements spontanés, nés de la colère et du désespoir de la jeunesse. Il y a une vraie problématique, c'est comment transformer le mouvement social en mouvement politique, en réponse politique. Je crains, peut-être que je suis pessimiste, et on le voit avec le cas de Madagascar, comme ça l'a été avec le Mali, le Burkina, c'est-à-dire en l'absence de projet politique derrière, qu'est-ce qui se passe? La force sociale la plus organisée du pays, dans le chaos, c'est l'armée. L'armée prend le pouvoir, pas parce qu'elle est plus légitime, parce qu'elle est plus organisée, elle a le pouvoir des armes. Et donc, il faut, à mon avis, au-delà du mouvement social et de la colère spontanée, réfléchir à comment le traduire en projet politique. J'ai l'habitude de dire que tous ces mouvements qu'on a vus au début des années 2010, Y en a marre, Ballet citoyen, Lucha, Oui, c'est parfois né oui, qui sont allés dans ces mêmes les électricités, par exemple. dans ces mêmes contextes. En fait, pour moi, une des questions qui a été à la base de leur échec du point de vue politique, c'est qu'ils n'ont jamais pu faire passer le stade d'après, c'est-à-dire traduire la colère, traduire la résignation économique, sociale, l'absence de dignité en proposition politique. Aujourd'hui, la crise de la démocratie en Afrique, c'est aussi la crise de la proposition politique. C'est pourquoi, quand je critique la démocratie, je critique toujours les tenants qui sont là au pouvoir, qui ne bougent pas, comme je critique l'opposition qui participe aussi de cet affaiblissement de la démocratie en étant dans une sorte de désert de la proposition. Et quand il y a désert de la proposition, il y a rhétorique souvent qui part dans tous les sens. Bien, mais écoutez, merci beaucoup Ousmane Diaye pour cette conversation. Donc Ousmane Diaye, auteur de L'Afrique contre la démocratie, un plaidoyer, vous l'aurez compris, pour la démocratie. Si vous souhaitez retrouver les analyses de l'AFD, nos publications, vous pouvez nous suivre sur les comptes de réseaux sociaux, Savoir AFD, par exemple sur LinkedIn, et à très bientôt pour de nouveaux épisodes de l'Écho du Monde. Merci à vous.